Bonjour à tous. Donc, je ne sais pas s'il y a quelques personnes qui sont arrivées entre-temps. Donc, pour me présenter rapidement, parce que je ne sais pas s'il y a des personnes pour qui c'est le premier webinaire d'Aminogramme. Donc, je m'appelle Étienne Gouraud, je travaille au sein d'Aminogramme en tant que responsable développement clinique. Ça veut dire que je m'occupe en fait de tout ce qui est les aspects recherche clinique et aussi toute l'animation de l'Aminogramme Academy, donc des webinaires, mais aussi toute la partie éducation en fait du site sur laquelle vous allez pouvoir retrouver des études de cas, des publications ou encore des travaux qui ont été effectués avec le dispositif. Et durant là, sur cette présentation, pour commencer ce webinaire, je vais parler en fait des bases biologiques, on va dire de la bioénergétique musculaire. Donc l'idée, c'est pas forcément de rentrer dans la physiologie de manière très poussée, mais au moins avoir de donner les bases en fait de ce qui va se passer notamment au niveau énergétique dans le corps au cours de l'exercice pour pouvoir vous aider aussi derrière d'un point de vue nutritionnel. Donc, je vais pas pouvoir voir directement vos questions pendant la présentation, donc je vous invite à poser vos questions dans le chat et on prendra un temps à la fin des deux présentations pour répondre à toutes les questions. Donc, si on parle en général de performance sportive, on pense souvent à la performance sportive de haut niveau, mais au final, la performance sportive, en fait, ça englobe tout ce que va faire un individu dans sa pratique sportive. Ça veut dire on peut avoir le record du monde de 100 mètres, mais ça peut être aussi, si on cherche à améliorer ses performances, c'est quelqu'un qui va se remettre au sport et chercher à courir un 10 km, puis peut-être vouloir passer après sur un semi-marathon et enfin un marathon. Et d'un point de vue physiologique, en fait, la performance sportive, elle va se baser sur un paramètre qui est la production de puissance ou de force par le muscle squelettique, parce que en fait, le mouvement est créé par la force que produit ce muscle, et à ce moment-là, également aussi par le rapport poids-puissance, c'est-à-dire en fait, est-ce que la puissance développée par les muscles va être suffisante pour mouvoir en fait la masse corporelle de l'individu et bien réaliser le mouvement, en accord avec la performance attendue. Et donc, à ce moment-là, la production de puissance et de force, elle va être reliée à la masse musculaire de l'individu. Et de manière générale, on va chercher à ce que cette masse musculaire, elle soit la plus importante possible. Mais également, en fait, cette production de force et de puissance, elle nécessite de l'énergie. Le muscle a besoin d'énergie pour produire le mouvement. Et c'est pour ça qu'en fait, lorsqu'on réalise une activité sportive, on a une augmentation de la force produite par le muscle, donc une augmentation de l'énergie consommée par ce dernier. Et si on reste aussi dans le rapport poids-puissance, la masse musculaire va avoir un rôle dans le rapport poids-puissance parce que ça reste de la masse. Et de manière générale, pour un rapport poids-puissance qui est optimisé, on va chercher à avoir une masse musculaire la plus haute possible avec une masse grasse qui va être la plus basse possible. Mais là, c'est lorsqu'on cherche à vraiment optimiser la performance chez les sportifs de haut niveau. Mais ce concept de rapport poids-puissance, il est aussi important dans toute la population. Et si on va de l'autre côté du spectre, les cas d'obésité sarcopénique, par exemple, sont un déséquilibre de ce rapport poids-puissance qui va vers des masses musculaires qui sont très faibles pour des masses grasses qui sont très fortes. Et à ce moment-là, la masse musculaire des individus n'est pas suffisante pour les mouvoir par rapport à leur masse totale. À ce moment, c'est là où va rentrer justement l'analyse de composition corporelle sur notamment en fait par rapport à ce rapport poids-puissance, mais la nutrition sportive va aussi rentrer par rapport à la composition corporelle, mais aussi pour pouvoir en fait optimiser la production d'énergie et la récupération au cours de l'exercice. Si on regarde, en fait, si on reste au niveau des macronutriments, les trois grands macronutriments, c'est les protéines, les glucides et les lipides. Et les protéines, de manière générale, vont essentiellement servir à l'hypertrophie musculaire, alors que les glucides et les lipides vont permettre en fait essentiellement de produire l'énergie nécessaire à l'exercice. Et ce qu'il faut prendre en compte en fait, c'est que en fonction des conditions de performance d'un exercice et des objectifs
d'un individu, en fait, va y avoir des différences d'un point de vue nutritionnel. Voilà. Qui vont être à la fois, en fait, d'un point de vue journalier, qui vont être dépendants des objectifs à long terme de la personne, qui c'est courir un marathon, soulever plus lourd à la salle de sport, par exemple, mais aussi des activités réalisées au cours de la journée. Et si, que ça soit au niveau en termes d'entraînement, de compétition ou de récupération. Et un bon exemple, c'est la consommation, les besoins caloriques en fonction du sport. Ici, sur cette figure, qui est tirée d'un article qui a été réalisé dans les années 80 ou 90, il me semble, ils ont en fait mesuré la dépense calorique de sportifs hommes à droite et femmes à gauche dans différentes pratiques sportives. Et on peut voir qu'en fait, en fonction des sexes, il y a une différence, mais ça a été essentiellement relié, elle est essentiellement reliée en fait au niveau de performance des athlètes mesurés dans cette étude. C'est-à-dire que par exemple, si on prend l'exemple du cyclisme, un cycliste amateur homme ici qui correspondait à, il me semble, à un niveau national, international amateur, dépensait beaucoup plus de calories qu'une cycliste amatrice femme. Mais c'est juste parce que cette cycliste avait un niveau de performance moins important. C'est ça qu'elle consommait moins de calories, elle s'entraînait moins. Par contre, si on regarde un même niveau de performance, il n'y a pas de différence ou très très peu au niveau des sexes. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a une dépense calorique qui est très importante pour les sports d'endurance. Et lorsqu'on arrive vers des sports, soit catégorie de poids, soit des sports qui sont plus typés des sports de force, tels que l'haltérophilie ou même le judo où il faut des masses musculaires importantes, on voit que la dépense énergétique, elle est beaucoup moins importante. Et même, on peut le voir chez les femmes, au niveau de la gymnastique, que, étant donné que ce sont des personnes où, entre guillemets, dans le système de notation, il faut qu'il y ait une certaine idée de grâce, entre très gros guillemets, il y a une notion de catégorie de poids aussi. Et donc, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. C'est vraiment le type d'exercice donné par la personne. Si on s'intéresse ensuite aux effets des différents macronutriments, et d'abord pour les protéines, en fait, si on reprend l'anatomie du muscle squelettique, votre muscle squelettique, en fait, il est composé de fibres musculaires qui correspondent aux cellules musculaires. Et à l'intérieur de ces fibres musculaires, en fait, vous avez ces structures protéiques qu'on appelle des myofibrilles. Et c'est elles qui sont responsables de la contraction musculaire. Et de manière générale, plus vous avez de myofibrilles, plus, en fait, vous allez produire de la force. Et donc, à ce moment-là, en fait, c'est lorsqu'on cherche à gagner en masse musculaire et gagner en force, en fait, on cherche à augmenter la quantité de myofibrilles. Et pour ça, de manière générale, on va effectuer un exercice plutôt de résistance, où l'idée est de soulever une charge, soit son propre corps, soit une charge externe. Et on pense souvent à la musculation, au crossfit ou au renforcement musculaire de manière générale. Et cet exercice de résistance a pour rôle, en fait, d'induire le signal pour le muscle de créer de nouvelles myofibrilles. Mais ces myofibrilles, c'est des protéines. Et en fait, à ce moment-là, il faut également en fait une augmentation de l'apport protéique journalier pour fournir en fait les acides aminés qui vont être nécessaires à la création de ces nouvelles protéines. En fait, on va fournir le ciment nécessaire à la création de ces nouvelles myofibrilles. Et si on regarde en fait les apports journaliers recommandés au niveau des protéines, l'International Society of Sports Nutrition recommande en fait un apport journalier de 1,4 à 2,0 grammes par kilogramme de poids de corps par jour, à la fois pour le maintien de la masse musculaire jusqu'à l'hypertrophie musculaire. Et ça va être vrai pour les sportifs dont le but est qui vont s'entraîner plutôt en résistance, mais aussi pour des sportifs en endurance. Notamment parce que les sportifs en endurance, lors de l'exercice, ils vont aussi consommer des protéines. Et en fait, l'idée d'apporter beaucoup plus de protéines par jour, c'est d'éviter une perte de masse musculaire avec leur très grand volume d'entraînement. Et la même année, une étude publiée par Morton et collaborateurs, en fait, c'était une revue systématique de littérature. Ils ont compilé plusieurs études et via
il y a une analyse statistique, ils ont montré que pour optimiser l'hypertrophie, on devait monter entre 1,6 à 2,2 grammes par kilogramme de poids de corps par jour. Si vous voulez plus d'informations, notamment sur les apports protéiques, vous pouvez trouver un dossier donc, dans la partie blog du site, du site internet ou à cette adresse où vous aurez où ça sera plus détaillé au niveau de ces recommandations. Ensuite, si on passe sur la partie plutôt des glucides et des lipides, donc comme je disais de manière précédemment, l'exercice physique nécessite une augmentation de la production d'énergie par les muscles, qui va être en fait à partir des glucides et des lipides. Ces glucides et ces lipides, en fait, ils vont être utilisés par le métabolisme du muscle pour produire une molécule qui s'appelle l'ATP, qui, elle, en fait, va directement produire l'énergie nécessaire à la contraction musculaire et au mouvement. Et à ce moment-là, dans le corps, on a en fait 3 types de métabolisme énergétique qui vont être utilisés de manière simultanée au cours de l'exercice, mais en fait, la proportion d'utilisation de ce métabolisme va vraiment dépendre des conditions d'exercice. Donc, un des premiers métabolismes utilisés, c'est le métabolisme anaérobie lactique qui est utilisé lors des cours très, très intenses et très courts, type du sprint, un effort d'haltérophilie, et donc le substrat, donc la molécule qui sert à produire de l'ATP, est la phosphocréatine. Et en général, en fait, ce métabolisme anaérobie, il va durer 10 secondes. Il permet de produire énormément d'énergie en très peu de temps, mais il va durer une dizaine de secondes. Donc c'est pour ça qu'il va être utilisé pour ce type d'effort. Ensuite, on a le métabolisme anaérobie lactique qui est utilisé sur des efforts plus courts, qui restent intenses, mais qui sont plus longs que ceux pour l'anaérobie lactique. Donc, ça va être des exercices, par exemple, type un 400 mètres ou un 800 mètres en athlétisme. Ça peut être sur des exercices, par exemple, qui vont durer 2, 3, 4 minutes et dont le substrat principal vont être les glucides. Et enfin, vous avez le métabolisme aérobie qui correspond en fait plutôt au métabolisme utilisé pour des efforts longs d'endurance durant lesquels vous allez utiliser des glucides et des lipides. Et de manière générale, en fait, comme je le disais, ces 3 métabolismes fonctionnent en même temps, mais on va plutôt utiliser l'un ou l'autre en plus grande quantité en fonction des modalités de l'exercice. Et si on prend par exemple le cas du métabolisme aérobie, ce qu'on peut voir sur ce graphique, en fait, c'est qu'en fonction de l'intensité de l'effort, qui est mesuré ici par la VO2 max, qui est la consommation maximale d'oxygène, on peut voir qu'en fait, en fonction de l'intensité de l'effort, on va avoir une proportion des glucides et des lipides qui sont utilisés pour produire l'énergie qui est différente. Dans un premier temps, à 25% de VO2 max, ce qui peut correspondre par exemple à des activités de la vie quotidienne, on voit qu'en fait, la majorité du métabolisme aérobie va utiliser des lipides pour produire de l'énergie. En fait, de manière générale, là, même à l'heure actuelle, nous sommes assis, notre corps fonctionne, on va utiliser quand même majoritairement des lipides pour produire notre énergie. Ensuite, si l'intensité de l'exercice augmente, donc par exemple, si on monte à 65% de VO2 max, qui correspond en général à des activités d'endurance modérées, voire légères en fonction du niveau d'entraînement des personnes, on voit qu'en fait, la majorité de l'énergie, elle va provenir des lipides, à la fois en fait des lipides provenant du tissu adipeux, mais aussi des lipides qui sont contenus à l'intérieur du muscle squelettique. Et enfin, si on continue et qu'on passe à 80% de la VO2 max, donc ce qui correspond en fait à des activités vraiment intenses en endurance, pour donner une idée, ça va être à des moments où vous êtes à des fréquences cardiaques aux alentours de 170, 180 battements par minute, vous êtes très très essoufflé, vous êtes incapable de parler pendant l'exercice. Et bien à ce moment-là, la majorité de l'énergie, elle va provenir des glucides et essentiellement en fait des réserves en glycogène musculaire. Et c'est notamment aussi ce qu'on peut voir sur ce graphique où en bas, où vous avez en fait des personnes qui ont fait 5 exercices différents à 5 intensités différentes, à 30, 60, 75, 90 et 120% de VO2 max. Et pendant
cet exercice, on a mesuré en fait leur consommation en glycogène. Et on peut voir que pour des exercices très intenses, on a des consommations extrêmement rapides en glycogène avec un arrêt très rapide de l'exercice, qui n'est pas forcément lié à la baisse de glycogène, mais à d'autres mécanismes. On voit que à 75% de l'exercice, la consommation de glycogène est rapide, et moins rapide que les deux autres, mais reste quand même rapide et qu'elle est très importante. Et qu'en fait, au final, d'ailleurs, c'est même elle qui va en fait arrêter l'effort. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ici, au bout de 90 minutes, les réserves de glycogène sont tellement basses que l'effort va s'arrêter. Et si on regarde à 30 et 60% de VO2 max, on peut voir que la consommation de glycogène reste là, mais quand même beaucoup moins importante que pour les autres types d'exercices. Et à ce moment-là, en fait, on pourrait durer même beaucoup plus longtemps parce que c'est les lipides qui vont être présents. Et en fait, ce que ça dit, c'est que les stocks en glycogène, au cours d'un exercice en endurance, sont vraiment un facteur limitant pour la performance. Et en fait, que si ces stocks deviennent trop faibles au bout d'un moment, soit l'exercice va s'arrêter, soit la performance au cours de l'exercice va diminuer. Et c'est notamment en fait à ce quoi se sont intéressés ces chercheurs dans une étude publiée en 1993. Donc, sur ce graphique qui peut paraître compliqué, mais qui ne l'est pas du tout, où en fait, ils ont fait faire un exercice à des gens dans 4 conditions. Soit ces gens avaient des réserves en glycogène qui étaient élevées ou réduites, et soit en fait, on leur rapportait des glucides au cours de l'exercice. Et ce qu'ils ont mesuré, en fait, ça a été la puissance développée, donc c'était au cours d'un exercice de cyclisme par ces sujets, et le temps qu'ils mettaient à compléter cette tâche. Et plus un individu est performant, plus en fait il va produire un haut niveau de puissance pendant tout l'exercice qui va lui permettre de finir l'exercice le plus rapidement possible. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que les groupes qui remplissent ces deux conditions, c'est des groupes qui à la fois ont des réserves en glycogène élevées au moment du début de l'exercice, et le groupe qui était le plus performant était le groupe qui avait un apport en glucides au cours de l'exercice. Et si on regarde ensuite en fonction de l'apport en glucides au cours de l'exercice chez les groupes qui avaient des réserves en glycogène réduites, on peut voir que ils restent globalement moins performants que les autres, mais que lorsqu'on a un apport en glucides au cours de l'exercice qui est là, il y a quand même un maintien de la performance. Et donc, de manière générale, en fait, lorsque on a des gens qui s'entraînent en endurance, l'idée, c'est d'essayer d'avoir des réserves de glycogène qui soient les plus hautes possibles et surtout de les maintenir au cours de l'exercice par un apport adéquat en glucides. Et ce qui a été recommandé par l'International Society of Sports Nutrition, c'est un apport glucidique pour des personnes qui ont un volume d'entraînement au-delà de 8 heures par semaine, qui va être de 8 à 12 grammes par kilogramme de poids de corps par jour, dans le but de maintenir des réserves en glycogène au cours du temps. Alors, ça peut paraître beaucoup, parce que moi-même, je l'ai calculé pour moi, ça fait beaucoup. Donc après, ça, c'est à voir si c'est réellement faisable sur le terrain. Ce sont vraiment des recommandations. Par contre, au cours de l'exercice, d'essayer d'avoir un apport de 6 à 8 grammes pour 100 millilitres de liquide, ce qui permettrait un maintien d'hydratation et de la glycémie au cours de l'exercice. Et c'est que juste après l'exercice, donc entre 4 et 6 heures après l'exercice, d'avoir un apport en glycogène important ou un apport en glycogène couplé à un apport en protéines qui va permettre en fait, alors ici c'est la deuxième partie associée à 0,2 à 0,5 kg par kilogramme de poids de corps par heure de protéines pour permettre en fait la reconstitution rapide des réserves en glycogène musculaire. Donc, pour conclure cette présentation, donc les apports journaliers, en fait, d'un point de vue nutritionnel des athlètes, ils vont dépendre de plusieurs facteurs, à la fois leur activité physique pratiquée, qui implique en fait des facteurs de performance différents, qui va en fait conditionner aussi l'impact nutritionnel que ça va avoir sur leur fonctionnement corporel.
des objectifs à long terme de cet athlète. Ça peut être, comme je le disais, la préparation d'une compétition, ça peut être un maintien de masse musculaire, ça peut être une perte de masse grasse, etc. Mais aussi, si on regarde sur une gestion un peu plus journalière, c'est que ça va être aussi en fonction des activités de la journée, que ce soit une compétition, de l'entraînement ou de la récupération. Et donc, pour résumer, l'ISSN donne un apport recommandé de 1,4 à 2,4 grammes par kilogramme de poids de corps par jour au niveau protéines pour le maintien et l'hypertrophie de la masse musculaire. Et au niveau des glucides et des lipides, l'idée est vraiment d'essayer de maintenir au maximum les réserves de glycogène musculaire à leur taux le plus haut. Donc ça, c'est soit avec un apport avec des régimes hyperglucidiques et surtout avec des apports en glucides pendant l'effort et post-effort qui sont très importants. C'est comme ça que je vais conclure cette courte présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Je vais laisser la parole à Cécile Capdeville qui va présenter ces cas, puis on prendra un temps ensuite pour répondre aux différentes questions. Voilà, donc Cécile, à toi. Alors, bonjour à tous. Merci Étienne et merci Aminogramme pour l'invitation à ce webinaire. Donc, je vais essayer de vous présenter les deux cas qui me tenaient à cœur. Alors, hop, pourquoi je ne peux pas continuer là? Ah, voilà. Donc, le premier sportif que je voulais vous présenter, c'est un jeune homme de 28 ans. Un jeune homme qui vit en couple depuis quelques années avec sa compagne et qui vit proche de ses beaux-parents. Donc, il a une activité professionnelle plutôt sédentaire. Il est vendeur dans un magasin. Enfin, il ne fait pas beaucoup de déplacements, reste plutôt statique. Donc, 1m86, 95 kg, donc un IMC à 27,5. Sa pratique sportive, c'est quoi? Il m'explique qu'il fait environ 2 à 3 fois par semaine, plutôt 2 que 3, de la course à pied, donc 2 fois 1 heure. Et en plus, il fait du foot en salle, à peu près 2 fois 1h30. Mais cette pratique sportive est plutôt loisir. En fait, la grosse dépense énergétique qu'il met, c'est surtout en course à pied. Donc, voilà pour la présentation. Ses habitudes alimentaires, donc quand je le questionne rapidement, donc son petit déjeuner, il ne déjeune pas, il fait du jeûne. Dans la matinée, on va voir après pourquoi il fait du jeûne aussi. Dans la matinée, pas de grignotage, il boit très peu. Déjeuner, il emporte plutôt à manger sur place, la plupart du temps, alors des glucides essentiellement, parfois des protéines, et parfois un petit dessert comme un yaourt. Une collation, non, il n'en fait pas. Et forcément, le soir, puisqu'entre-temps, après la collation qu'il ne fait pas, il va faire soit de la course à pied, soit du foot en salle. En fait, il arrive à la maison après, il a très faim. Et là, il a plutôt tendance à se jeter sur le fromage, la charcuterie, le pain. Il est très souvent invité chez les beaux-parents puisqu'il habite à côté. Donc, il va souvent prendre un petit apéro pour finir la journée en beauté. Et après, il va faire un repas, un vrai repas copieux avec sa compagne. Et voilà pourquoi on en avait conclu à la première fois où il avait consulté que le matin, il se réveille et il n'a pas forcément faim parce qu'on sait tous que quand on mange beaucoup le soir, le matin, on se réveille et on est encore surchargé et le foie, il n'a pas trop déstocké, on va dire. Et donc, son hydratation aussi, elle était plutôt moyenne au questionnaire. Alors, la première prise de mesure que j'ai faite par le BioDixpert, donc c'était au mois de janvier. Qu'est-ce que ça donne? Alors, la première chose que l'on voit ici au niveau de la cible, donc qu'est-ce que je constate? Donc effectivement, ce qui ressort comme sur le questionnaire ici, donc le volume hydrique, c'est-à-dire donc l'hydratation, on voit qu'il est dans le orange, il est très déshydraté, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui s'hydrate très peu dans la journée et voilà, ça se ressent.
Là, au niveau de la masse musculaire, malgré ces 2 fois par semaine de la course à pied et du foot en salle, on voit qu'il a une masse musculaire, alors au-dessus de la norme, mais ce n'est pas exceptionnel. Il a plus 2 et quelques kilos de masse musculaire au niveau de l'écart théorique. Et ensuite, au niveau de la masse grasse ici, on voit qu'il a plus 11 kilos de masse grasse. D'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi il est venu consulter. Il est venu consulter parce qu'il souhaitait perdre du poids. Autre chose que je regarde aussi, c'est son angle de phase ici. L'angle de phase, donc, qui est signe de condition physique et sportive, il est à 6,7. Pour quelqu'un de 1,95 m, on attend quand même un angle de phase en faisant du sport un peu plus au-dessus de 6,7 en fait. Hein. Donc voilà les premières choses que je regarde. Qu'est-ce que je regarde d'autre en fait quand je fais la mesure du Biodi Expert? Je regarde aussi ces indicateurs-là. Je regarde à la masse cellulaire active. Alors, effectivement, cet appareil il nous donne beaucoup de choses, il nous donne beaucoup d'indicateurs. Mais voilà ce que moi, j'ai sélectionné en fait, qui me paraît un peu indispensable pour cibler dans l'heure de la consultation, surtout le premier bilan, on va dire, il faut quand même déterminer beaucoup de choses. Et c'est vrai que si on commence à rentrer dans beaucoup de détails, bon, déjà, je ne me sens pas capable. Et de deux, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc, je regarde la masse cellulaire active. J'ai sélectionné ces 6 critères-là. La masse protéique métabolique, le contenu minéral osseux, la masse grasse à hydratation constante et l'hydratation hors graisse, avec équilibre intra- et extracellulaire. Donc, on voit que sa masse cellulaire active, elle est plutôt pas mal, même s'il a une hydratation intracellulaire qui est un peu en dessous de la norme, on va dire. Sa masse protéique métabolique, en fait, elle va correspondre à ses apports protéinés. Donc, au questionnaire alimentaire que je fais, l'enquête alimentaire que l'on mène en tant que nutritionniste et diététicienne au cours de la première visite. Et effectivement, je vais me rendre compte qu'il n'a pas... si tout à l'heure, ici, je vois qu'il est seulement qu'à plus de 2 kilos de masse musculaire, en l'interrogeant, je me suis rendu compte effectivement qu'il n'avait pas un apport protéique adéquat à sa pratique sportive et à sa vie quotidienne. Ici, le contenu minéral osseux, on voit qu'il a une valeur indicative au-dessus de la référence estimée. Hein. Il est à 3,08 au lieu de 2,84 kg. Donc, on voit qu'il a un bon contenu minéral osseux. Il a de bons os, hein, visiblement. Oui, il est grand, costaud. Il est assez... il a une bonne ossature. Ben, la masse grasse, donc la hydratation constante, effectivement, on voit qu'il est à 27% et c'est trop pour une personne de sexe masculin et de son âge. On attend pour quelqu'un de son âge et de sa pratique sportive aux alentours de 15-16% comme c'est indiqué ici. Donc, il a plus 11 kg de masse grasse à perdre. Et son hydratation, ben, comme on a vu ici, il est vraiment déshydraté. Alors, la répartition journalière, la répartition alimentaire, en réalité, quand je l'ai questionnée, en fait, on voit qu'elle correspond plus à ce triangle-là, hein, plutôt qu'à celui-ci, comme c'est attendu quand on fait de la nutrition. Et moi, j'ai pour habitude de dire, je leur dis souvent que le petit déjeuner, ça doit représenter le repas le plus important de la journée. Le déjeuner doit être le repas du prince et le dîner doit être le repas du pauvre, entre guillemets, parce que quand on fait une activité physique, bien sûr, on adapte toujours. Et avec une collation, une ou deux collations, je dirais, dans la journée quand on fait du sport. Si on pratique du sport quotidiennement, une collation l'après-midi suffit. Si on est par exemple un triathlète et qu'on s'entraîne 30 à 35 heures par semaine et qu'on fait 3 entraînements par jour, je rajoute une collation aussi le matin ici après un entraînement. Donc, pour arriver à des réserves glycogéniques, comme il a dit tout à l'heure Étienne, adéquates et pour pouvoir tenir un entraînement tout au long de la journée et tout au long de la semaine et pouvoir les enchaîner. Les réserves glycogéniques vont être hyper importantes et c'est grâce à l'alimentation que je vais les faire. Donc, lui, il est plutôt dans ce style-là. Il ne déjeune pas et puis le soir,
Il se gave en fait. Donc, et en fait, ces apports, aussi bien qualitatifs que quantitatifs, ils ne sont pas du tout adaptés. Donc, quelles sont ces erreurs? Absence de petit déjeuner, un déjeuner hyperglucidique parce qu'il a plutôt des pâtes, enfin des féculents, des pâtes, du riz, hypoprotéique, il apporte pas tout le temps des protéiques dans sa gamelle, et aussi, surtout, il a une carence en végétaux et en minéraux et en oligo-éléments parce qu'il a quasiment pas de légumes, c'est pas son truc, voilà, il fait vite une petite gamelle le soir, il emporte le lendemain matin, voilà. Son assiette, elle n'est pas du tout pas équilibrée en fait. Il ne fait pas de collation et donc forcément, quand il arrive le soir, il a très faim. Et le dîner, il est trop copieux avant de dormir, d'où le stockage de masse grasse, malgré son activité physique et sportive régulière finalement. Parce que, je vous rappelle, il fait quand même 2 à 3 fois par semaine de la course à pied et du foot en salle. Alors, quels sont les objectifs que l'on a fixés ensemble? Donc, bien sûr, il souhaite une perte de poids, mais comme la plupart des sportifs, il veut essentiellement perdre de la masse grasse, il veut garder sa masse musculaire, voire même l'augmenter. Donc, il souhaite conserver sa masse maigre, normale. Il souhaite perdre 5 kilos en 1 mois parce qu'il ne se supporte plus, en fait. Alors, on sait tous que la perte rapide de poids, elle n'est pas très favorable parce qu'on sait qu'après, on risque de reprendre. Mais moi, j'aime bien donner un rééquilibrage alimentaire pour essayer de perdre dans le temps et je pense que c'est beaucoup plus durable. Et donc, il souhaite un programme pour mieux manger parce qu'il n'a pas beaucoup de notions en réalité. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place rapidement? On ne va pas rentrer dans les détails. C'est une répartition journalière adaptée à son mode de travail et à son activité physique qui a lieu généralement en fin de journée. Donc, je lui ai donné un petit déjeuner protéiné avec un pain à index glycémique bas, donc comme du pain complet ou aux céréales. Voilà, et on évite le pain blanc. Je lui ai donné une portion de protéines le matin, de lui demander de choisir entre du jambon, du fromage ou des œufs et du fruit, donc glucidoprotidique, bien sûr. Le déjeuner, on l'a plus équilibré. Je lui ai demandé d'apporter les 3 dans son assiette, des glucides, des protéines et des légumes, et de faire une collation pour pouvoir faire son activité sportive derrière. Une collation, bien sûr, qui va être surtout digeste, hein, parce qu'on ne peut pas manger n'importe quoi avant de faire de la course à pied. Et un dîner plutôt léger. Alors, j'ai mis en place sans féculents, plutôt des légumes et des protéines, parce qu'il faut bien qu'il puise dans sa masse grasse, dans ses réserves, pour pouvoir perdre du poids. Et donc, ce qui représente donc plutôt ceci pour son petit déjeuner, donc des glucides à index glycémique bas, des protéines et des fruits. Donc voilà, c'est caractérisé comme ceci. Alors, des glucides à index glycémique bas, hein, alors j'ai mis ici le sans gluten pour les intolérances, on peut des problèmes de ballonnement et des problèmes digestifs. Évidemment, ça peut être une alternative pour les personnes qui n'ont pas envie de manger salé, comme le jambon, le fromage, les œufs. Je propose des céréales plutôt muesli ou flocons d'avoine, parce que ceux qui veulent rester dans le sucré, entre guillemets. Et en fait, je l'associe avec du fromage blanc, de préférence, parce qu'il y en a qui ne sont pas toujours favorables à manger salé. Mais effectivement, les Chocapix, les Kellogg's et tout ça, pour le sportif de haut niveau, ou pas, j'ai envie de dire, c'est complètement déconseillé. On sait tous que le procédé de fabrication, il est pas bon du tout et que ça a un index glycémique trop haut. Donc, tout ça pour éviter l'hypoglycémie réactionnelle déclenchée dans la matinée, bien sûr, associé donc avec des protéines, parce que le matin, les protéines vont m'aider à booster la dopamine, hein. On rappelle que la dopamine, c'est le neurotransmetteur, le starter de la voiture, hein. Donc, pour bien commencer la journée, il est préférable d'apporter des acides aminés plutôt que des sucres rapides. Et ensuite, des fruits, soit sous forme de smoothie de fruits mûrs ou de jus de fruits maison, ou alors de fruits entiers. Ça dépend de l'activité physique qui va suivre. Alors, chez lui, c'est plutôt du fruit entier parce qu'il va avoir la possibilité de bien le digérer. Maintenant, si je suis dans le cadre d'un triathlète, par exemple, qui va enchaîner un entraînement derrière, il est préférable de choisir le mode plutôt liquide parce que ça va être beaucoup plus digeste, en fait. Et donc, j'apporte des micronutriments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme.
Son déjeuner, le repas du midi, donc ce que j'ai mis en place, je vous ai dit tout à l'heure aussi, des glucides à index glycémique bas, donc plutôt des pâtes complètes, du riz basmati, des pommes de terre ou des légumineuses. Un point d'interrogation sur les légumineuses parce qu'on sait que c'est sur le plan digestif, c'est moyen. On risque de provoquer des troubles digestifs, des flatulences. Alors, juste avant un effort, c'est pas préférable d'éviter, on va dire. C'est pas digeste. Des protéines animales, alors, qui doit emporter obligatoirement dans sa gamelle, donc de la volaille, du poisson, plutôt des viandes maigres, en fait, et de la viande rouge, 1 à 2 fois par semaine, de préférence, pas plus. Et des végétaux, bien sûr, obligatoires dans son assiette, des légumes crus ou cuits avec une huile santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail des oméga 3. Alors, pourquoi? Je lui demande de faire, bien sûr, des glucides pour apporter les réserves de glycogène associées à des protéines, parce que comme vous a dit tout à l'heure Étienne, hein, les réserves de glycogène vont se faire avec l'association des glucides et des protéines. Et ici, toujours pareil, pour apporter des micronutriments et pour alcaliniser notre alimentation, qui est quand même beaucoup plus acidifiante qu'alcalinisante. Donc, les végétaux sont les bienvenus. Hein, il faut mettre de la couleur dans nos assiettes. C'est très important de le préciser. Ensuite, je lui ai proposé aussi la collation, donc en fin de journée. Donc, j'aime bien montrer cette petite fiche faite par l'INSEP, donc où on apporte des glucides sous forme de fruits, de compotes, de biscuits secs ou des barres de céréales de qualité de préférence. Ce sont des sucres qui sont assez facilement digérables, on va dire. Les bananes plutôt mûres, hein, plus la banane est mûre, plus elle va être riche elle va avoir un index glycémique haut, donc c'est intéressant avant l'effort ou entre 2 séances. Et ensuite, je lui parle d'une collation de récupération si toutefois le repas est pris très tardivement. Pour refaire la synthèse de glycogène, il est intéressant de faire une collation glucidoprotidique, c'est-à-dire d'apporter à la fois des sucres et des protéines, donc comme par exemple du fromage blanc avec du muesli, un petit sandwich au jambon, ou alors des protéines de whey qui sont proposées, surtout dans les clubs, ils aiment bien donner de la protéine de whey pour la récupération. Les fruits à coque comme les oléagineux, les amandes, les noix, les noisettes, avec des fruits secs comme les raisins secs ou des bananes ou du fruit frais. C'est toujours intéressant de faire une collation de récupération comme ça, soit après un effort intense et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, si le repas il est pris à distance de l'effort. Et enfin, son dîner, c'est un petit peu la punition. Il faut bien qu'il perde sa masse grasse. Il a 11 kilos en plus. Donc, voilà, je lui ai demandé de faire des végétaux et des protéines animales. Donc, des légumes et du poisson, de la viande maigre, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, j'ai demandé autre chose. J'ai demandé une modification de l'activité physique et sportive, si c'est possible. Je lui ai dit quoi? Je lui ai demandé si c'était possible d'augmenter la pratique de la course à pied. Donc, si oui, si c'est possible pour le patient, c'est intéressant donc parce que la perte de la masse grasse en course à pied, si vous voulez, la course à pied elle nécessite une dépense énergétique très intéressante et donc ça va l'aider à sécher rapidement parce que je vous rappelle qu'il m'a dit il ne se supporte plus et donc il a envie de perdre assez rapidement. Donc, il me répond qu'il est OK pour passer vraiment à 3 fois par semaine de la course à pied, plus ces 2 séances de foot en salle. Donc, c'est ce qu'il a mis en place la semaine suivante. Donc, le mois d'après où il est venu, en réalité, il a perdu beaucoup plus ce que j'attendais. Il a perdu 6 kilos en un mois avec 5 kilos de masse grasse, seulement 0,84 kg de masse musculaire, masse maigre. Donc, un résultat plutôt positif sur le plan de la composition corporelle, mais pas seulement parce qu'il a une sensation de bien-être, il se sent beaucoup mieux, il se sent moins ballonné et il dort mieux. Donc, forcément, en mangeant moins le soir, il a un meilleur sommeil et puis surtout, voilà, une répartition beaucoup plus adéquate par rapport à la journée. D'accord. Donc là, c'est vrai que la décroissance sur l'analyse avec le Biodi Expert, elle est très significative et c'est très intéressant de voir ici au niveau de la masse grasse cette décroissance
avec très peu de décroissance au niveau de la masse musculaire. C'est intéressant parce que ça lui permet de garder une certaine énergie. Et donc, les résultats en 10 mois après, ici, on voit qu'il est rentré plus dans la cible au niveau des couleurs. Voilà, il est plus dans le orange et dans le rouge, encore un petit peu au niveau de la masse grasse. Et c'est intéressant de constater qu'en 10 mois, en fait, sur 10 mois, il a donc, je ne sais pas si ici on voit, c'est un peu petit peut-être, l'angle de phase tout à l'heure, il était autour de 6 et aujourd'hui, enfin 10 mois après, pardon, il est à 7,5. Donc on voit qu'en ayant un peu poussé à faire un peu plus de course à pied, associé au foot en salle, il a augmenté donc cet angle de phase. Donc on voit qu'il est en bonne condition physique, tout en ayant perdu à côté 8 kilos, plus de 8 kilos en 10 mois, dont plus de 6 kilos de masse grasse et seulement, finalement, 1,5 kg de masse musculaire, de masse maigre. On tape toujours un petit peu dans la masse musculaire, finalement, hein, mais pas seulement. Donc, il a perdu également 8 cm de tour de taille et 7 cm de tour de hanche. Donc, il était très content. Voilà, je voulais vous montrer ça aussi parce qu'avec le BioDixpert, c'était très intéressant de voir l'évolution voilà, sur les mois là. Et c'est vrai que ça leur parle, c'est très significatif, ça leur permet de voir leur progrès et d'avoir voilà, un graphique qu'ils attendent en fait, hein, d'un mois sur l'autre. Ça leur permet, c'est un petit peu, c'est motivant quoi, pour eux. Voilà, donc j'ai entouré ici au niveau du poids, de la masse grasse et du muscle. Mais je voulais vous montrer aussi, voilà, c'est ça. Je voulais vous montrer aussi les courbes qui montrent la décroissance aussi au niveau de la taille. Et alors moi, je prends au plus mince et au plus large, d'accord. Donc c'est vrai qu'il a ressenti aussi un mieux-être, non seulement au niveau des vêtements, mais aussi dans la vie quotidienne. Il est beaucoup moins ballonné, hein. Il a perdu 7 et 8 cm, donc ça se ressent et c'est très positif pour lui. Donc voilà pour le premier patient. La deuxième sportive, en fait, c'est une femme de 47 ans qui est une ancienne boxeuse de haut niveau. Elle vit seule depuis quelques années. Elle a une activité professionnelle, alors elle, très active. Elle est debout 7 heures d'affilée parce qu'elle travaille dans un entrepôt, dans une usine, donc elle n'arrête pas. D'ailleurs, elle se lève très tôt le matin, elle se lève à 5 heures du matin et elle finit tôt dans l'après-midi. Elle est plutôt pas grande, donc 1,64 m, 80 kg, 29,7 d'IMC et un tour de taille de 87 et 99, donc au plus fin et au plus large. Alors actuellement, sa pratique sportive est de 0, j'ai marqué, parce qu'elle a énormément de douleurs, elle a énormément mal au dos et elle a aussi des douleurs articulaires. En fait, elle s'est laissée un petit peu aller par la vie quotidienne et donc elle a eu cette prise de poids et en fait, elle est un peu désespérée parce qu'elle sait que quand on a été sportif, c'est un peu difficile de se retrouver. Elle n'accepte pas de se retrouver comme ça, donc elle consulte pour une perte de poids. Et elle souhaite, son objectif, vraiment de retrouver une activité physique et sportive régulière. Or, aujourd'hui, elle ne peut pas parce qu'elle a trop de douleurs. Donc, elle, ses habitudes alimentaires. Son petit déjeuner, vu qu'à 5 heures du matin, elle n'a pas trop envie de déjeuner, donc elle déjeune vers 9 heures au travail. Mais qu'est-ce qu'elle déjeune au travail? Beaucoup de viennoiseries, des biscuits, enfin bref, tout ce qui traîne un petit peu au boulot, quoi. Elle a une alimentation assez riche en glucides toute la journée parce qu'elle a une consommation de pâtes. Elle adore les pâtes, en fait, midi et soir. Voilà, elle est seule, elle se fait un plat de pâtes tout le temps. Et tous les jours, comme ça, avec très peu de légumes. La collation, l'après-midi, elle prend un petit goûter parce qu'elle arrive l'après-midi en début d'après-midi chez elle, elle fait une petite sieste et après, elle prend un lait au chocolat avec des biscuits industriels du type granola et voilà, parce qu'elle a très faim en fait. Et son dîner, il est comme le midi avec des pâtes ou alors elle se commande une pizza, voilà, un petit peu de fast-food parfois et voilà. Alors, avec elle, donc la première prise de mesure que j'ai faite, effectivement, ça correspond un petit peu à sa description, hein, et
ces mesures anthropométriques. D'ailleurs, je précise que quand je fais aussi une analyse avec le Biodie Expert, je fais toujours aussi une mesure avec la pince applicutanée. J'aime bien comparer les deux au niveau de la masse grasse. Je trouve que ça se complète assez bien. L'hydratation, alors elle est complètement déshydratée, effectivement, mais Étienne, il confirmera peut-être plus tard aussi que plus on a une masse grasse importante et plus l'hydratation aussi, elle va être basse, donc c'est en corrélation. Hein. Ensuite, però no cal, que podríem quedar a la tarda i després sí, després anem a fer un psicolabis. Alors, je ne sais pas qui c'est. Ok. Alors, la masse musculaire ici, on voit effectivement, elle a plus 6 kg de masse musculaire par rapport à l'écart théorique. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, on voit que son passé de sportive, finalement, elle a gardé une masse musculaire intéressante. Donc, ça, c'est assez positif. Mais, effectivement, à côté de ça, elle a un surplus de masse grasse qui n'est pas négligeable. Et donc, c'est là où il faut travailler chez elle. Donc, ici, la masse grasse, elle est à 33%. Donc, effectivement, c'est trop. Et même si on sait que la masse grasse chez l'homme et la femme est en augmentation avec l'âge, je rappelle que cette femme, elle a 47 ans, c'est quand même trop. Donc, on attend autour de 25% pour une femme de 47 ans. Elle est à 33%, elle est largement au-dessus. Et surtout, son tour de taille, il est quand même un peu inquiétant. D'accord. Donc, son hydratation ici, on constate aussi qu'elle est hydratée à 65% au lieu de 72%. Le contenu minéral osseux ici, il est pas mal du tout. Elle est pareil, elle est au-dessus de la norme, donc elle a visiblement des bons os. Et sa masse protéique métabolique aussi, elle est un peu au-dessus, donc c'est quand même pas mal, même si son alimentation est quand même pas super équilibrée. Et donc, c'est sur ça qu'on va travailler. Donc, autre chose par rapport à ses objectifs. Donc, je dois faire une éducation nutritionnelle. Elle cherche un rééquilibrage alimentaire pour une perte de poids. Et aussi, elle souhaite réduire toutes ses dorsalgies. Donc, tout le monde lui a dit, voilà, tu devrais perdre du poids parce que ça va te faire du bien pour ton dos, etc. Donc, c'est sur cela que je vais travailler. Donc, sur son assiette, mais pas seulement, parce que, étant donné son tour de taille est quand même pas négligeable et sa masse grasse, je demande un bilan sanguin en plus avec une recherche de HOMA. Je rappelle, le HOMA, c'est pour rechercher l'insulinorésistance. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, effectivement, donc avant d'arriver à la slide suivante, donc, mis à part le fait qu'elle était en surpoids et qu'elle avait cette masse grasse importante, en fait, la recherche de HOMA m'a permis de voir qu'effectivement, elle était malheureusement en insulinorésistance à force de surconsommation de glucides. Elle a développé donc cette phase d'insulinorésistance qui, si elle n'était pas venue consulter, l'amènerait progressivement à un diabète de type 2, tout à fait. Et du coup, en fait, j'ai mis en place une alimentation, bon, pour éviter de rentrer dans les détails parce qu'on a moins de temps. Là, j'ai mis une alimentation hypoglucidique, donc je lui ai mis des glucides que le matin avec un peu des protéines aussi. Et le midi et le soir, je lui ai demandé d'enlever les pâtes parce que voilà, je lui ai demandé plutôt de faire légumes protéines, tout en mettant une petite collation adéquate, en adéquation avec sa journée, mais on a oublié tous les biscuits industriels. J'ai mis plutôt des fruits, du chocolat noir, des oléagineux. Donc, c'est vrai que, alors, elle m'a dit, la première semaine, elle était forcément un petit peu désorientée. Mais bon, si on est là, c'est pour aussi changer des habitudes alimentaires et c'est pas pour continuer et ne rien changer du tout. Mais en tout cas, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que, alors déjà, elle s'est jamais sentie frustrée. Elle m'a toujours dit qu'elle avait voilà, elle avait un apport régulier dans la journée qui lui permettait forcément de ne pas crever de faim. Et surtout, la recherche de HOMA a été bénéfique parce que je lui ai donné aussi à côté, en micronutrition, je lui ai donné des compléments alimentaires pour jouer sur le métabolisme glucidique pendant 3 mois. C'est ce qui est conseillé en micronutrition. Il faut faire des traitements sur 3 mois pour avoir un résultat. Et en fait, après, on a fait un résultat de ces analyses de sang et le HOMA avait bien chuté. Donc ça, c'est hyper positif d'associer les deux.
Et donc, la comparaison des deux cibles sur l'année qui a suivi, déjà, voilà, le graphique est très parlant. Hein, on voit que voilà, elle est beaucoup plus hydratée. Sa masse grasse, elle n'est plus dans l'orange, elle est montée là, voilà, elle est dans le vert. Voilà, bon, c'est pas compliqué de constater qu'elle est beaucoup, beaucoup mieux. Et surtout, elle a été très satisfaite parce qu'elle s'est rendue compte que voilà, qu'elle n'avait jamais eu ce sentiment de frustration. Et ça, c'est très, très positif. Donc, elle a pu progressivement se remettre à la pratique sportive. Et en plus, ici, voilà, j'aime bien ces courbes aussi qui permettent de constater sur une année qu'elle a perdu progressivement 17 kilos, dont 9 kilos de masse grasse, ici en jaune, 9 kilos de masse grasse, et donc 4,5 kilos de masse musculaire, donc de masse sèche. Au niveau de sa taille aussi, on arrive à moins 13 cm de tour de hanche et moins 12 cm au niveau de la taille. Donc là aussi, elle a changé sa garde-robe, elle était ravie et moi aussi. Voilà, donc je vous ai remis les critères ici, les résultats au bout d'un an. Cette femme, donc, a été super contente. Donc voilà, la bioimpédance-métrie est très intéressante dans l'accompagnement individualisé des sportifs et moi, elle me permet de montrer à chacun les objectifs atteints et surtout de ne pas tenir compte uniquement de l'IMC parce que bon, on dit toujours l'IMC, mais en fait, en nutrition sportive, ça ne suffit pas et donc l'analyse du Biodi Expert permet d'avoir avec la composition corporelle de constater une perte de masse grasse principalement et du maintien de la masse maigre qui n'est pas négligeable. Donc, autre chose aussi, une augmentation de l'angle de phase qui permet de constater que la personne reste en bonne condition physique et sportive. Et donc, d'adapter tout ça à une bonne pratique sportive et professionnelle. Je rajouterai une dernière chose, c'est vrai que l'analyse du Biodi Expert bien compléter la pince à pli cutanée que j'utilise aussi depuis des années, qui est quand même très intéressante, surtout chez le sportif du très haut niveau, parce que parfois on a quand même des écarts avec les analyses du Biodi Expert, sans doute une question d'algorithme derrière qu'il faut encore retravailler. Donc pour moi, tous les outils sont quand même bons à prendre, j'ai envie de dire, et nous permettent de faire un suivi adapté aux sportifs de haut niveau ou pas, ou de la personne lambda d'ailleurs. Je vous remercie. Du coup, merci beaucoup Cécile. On va passer aux questions. Alors, il y en a pas mal. On va dire que au pire, on peut commencer par celle-là, puis moi Mais la première question était Louise Ndiaye, elle est un peu plus pour moi, qui était est-ce que les apports en glucides au cours de l'exercice sont possibles quelle que soit l'activité sportive? Mais je pense que Cécile, tu peux répondre aussi. Moi, je dirais que oui. Après, c'est souvent plus pertinent dans des exercices d'endurance qui sont très longs où les réserves en glycogène vont être limitantes. Après, je sais qu'il y a des études qui ont montré que prendre un peu de glucides, par exemple, pendant un exercice de musculation ou d'autres exercices permettait de limiter la fatigue. Mais sur des exercices qui vont durer 1 heure 30, ça ne va pas forcément changer grand-chose non plus. Après, toi, je ne sais pas, Cécile, si tu as vu des choses aussi de ton côté dans ta pratique. Normalement, on dit qu'il faut apporter 60 grammes par litre et par heure d'activité physique et sportive. En fait, il faut mettre 60 grammes de glucides dans un litre d'eau et avec une pincée de sel par heure d'activité physique. Mais c'est vrai que c'est surtout à partir d'1 heure, 1 heure 30 d'activité physique. En dessous, l'eau suffit. D'accord. Et voilà. Et aussi, elle se différencie aussi l'apport de glucides en fonction du temps, c'est-à-dire de la température, pardon, du climat. Au plus on va aller dans un climat chaud et humide, au plus il va falloir apporter plus de sel que de sucre. Et au plus on va être dans un climat très froid, en altitude et très froid, et au plus il va falloir augmenter l'apport de glucides dans sa boisson d'effort plutôt que de sel, en fait, parce que forcément on lutte contre l'hypothermie et donc on dépense beaucoup plus de calories.
Ok, alors du coup, une question ou enfin, quelque chose qui a beaucoup fait réagir, Oui. mais on en avait discuté déjà ensemble, c'est le fait que pour ton premier patient, tu ne lui donnes pas de glucides le soir Ah, après l'effort. Et donc, du coup, en fait, beaucoup de gens se posaient la question de l'intérêt et si ça allait pas créer des fringales le soir et si ça allait pas en fait impacter notamment le métabolisme de la personne. bon, effectivement. Alors moi, on part du principe qu'on a on a tous appris des choses, on a quelques règles, on va dire. Mais après, je pense que c'est là l'intérêt du suivi et de revoir la personne un mois sur l'autre, parce que j'ai décidé, moi, de mettre en place ça. Et franchement, je pense que finalement, ça lui a été bénéfique. Oui, c'est vrai, quand on fait beaucoup d'efforts, on dit que pour refaire les réserves derrière, il faut des glucides et des protéines. Mais finalement, alors, ce qui a été super intéressant chez lui, c'est que non, déjà, il fallait bien puiser quelque part, il fallait bien restreindre à un moment donné l'assiette pour qu'il puisse perdre cette masse grasse. Et je ne voyais pas d'autre moment que le soir pour lui faire, parce qu'il avait quand même une certaine activité dans la journée qui nécessitait cet apport-là. Donc, je l'ai enlevé le soir. Mais le but, c'était de le revoir justement un mois après pour voir ses ressentis. Et en fait, je vais vous avouer quelque chose. C'est une personne qui m'a dit que même, ça lui est arrivé, comme il se sentait bien, de les enlever même le midi, en fait, les glucides. Donc finalement, encore une fois, on a des règles, mais c'est individuel à chacun. Et si pour moi, la personne, elle ne ressent pas trop la faim, si elle ne ressent pas de fatigue, si elle a un bon quotidien, je vais dire, ben alors, autant respecter d'enlever les glucides de temps en temps. C'est pas très grave. Et surtout que c'était pas non plus un sportif de très haut niveau. C'était un sportif voilà, qui faisait 2 à 3 fois par semaine de la course à pied, plus quelques fois du foot en salle. Donc, il faut s'adapter en fait aux gens. Mm. Du coup, alors une autre question de Louise Ndiaye, cette fois sur le cas numéro 2, qui demandait en fait quelle activité physique cette personne faisait, au-delà de son activité physique qui est liée à son métier, parce que je pense qu'elle a un métier où elle fait beaucoup d'activités physiques, donc est-ce qu'elle en faisait en plus? En fait, son activité professionnelle, son métier, c'était pas forcément. C'est-à-dire elle était souvent debout, elle était assez active, mais à côté, pendant des mois, si vous voulez, elle n'a pas fait de sport parce qu'elle avait tout le temps ses douleurs au dos. Et en fait, elle s'y est mise qu'au bout de 6 mois, en ayant fait cette perte de poids, elle a progressivement repris le vélo parce que sous les conseils aussi de médecins du sport, forcément, quand on a des dorsalgies, faut éviter la course à pied par exemple, hein, les chocs, les sports avec impact, comme ça. Et donc, il est préférable de faire un sport porté comme le vélo ou comme la natation pour aider à commencer à remettre le corps en activité en évitant les problèmes de santé et les douleurs aussi, surtout. Ok. Du coup, alors je reprends une question qui était un peu avant. Mais tu as à moitié répondu, mais du coup, c'est avec le cas numéro 2, mais c'était sur le fait, est-ce que tu utilisais les HOMA cookies pour mesurer d'éventuelles insulino-résistances ou est-ce qu'à chaque fois, c'était vraiment du bilan à côté? Alors, c'est pas systématique, mais oui, alors Assurel, je l'ai fait et je regrette pas de l'avoir fait parce qu'effectivement, c'est avéré positif. J'ai fait le bilan. Oui, souvent on me demande un bilan sanguin et si je vois l'intérêt de faire, parce que si je vois l'intérêt voilà, de le demander, je le fais. Et en fait, elle a été ravie de constater qu'effectivement, elle avait en plus, non seulement elle venait consulter pour elle, elle voulait juste consulter pour perdre du poids, mais en plus, on y a trouvé ce problème de santé et que si elle faisait rien, elle finissait diabétique et c'est ce qui était fort dommage. Ça aurait fait une de plus. Ok. Du coup, et aussi une question de Céline Maher qui pose la question, en fait, l'angle de phase a fortement chuté pour ton deuxième cas. Et du coup, comment tu l'expliques? Est-ce que c'est lié aussi à une partie de la perte en muscle? Alors, effectivement, je pense qu'il y a une partie de ça, mais si je peux me permettre, la première mesure où l'angle de phase est à 8, j'ai constaté à mon avis, la mesure, elle avait été mal faite. Et je pense qu'il faut être honnête de le dire, quand les mesures, elles ne sont pas bien faites, on est tous d'accord avec moi, Étienne, que la prise de mesure, si elle est mal faite, l'angle de phase, il est faussé. Et cette chute entre la première mesure et la deuxième, elle a tellement été flagrante que je me suis rendu compte que sans doute la première avait été faussée.
il y a sûrement, il y a peut-être un effet de la prise de mesure. Il y a aussi quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. On a encore besoin de données sur ça, mais l'angle de phase chez les personnes diabétiques ou qui présentent des insulinorésistances serait un peu plus haut. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on l'observe sur le terrain. On a observé chez des gens diabétiques des angles de phase qui étaient nettement plus hauts que des personnes qui ne présentaient pas d'insulinorésistance. Donc, ça peut jouer un peu aussi dans ce cas-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'un angle de phase plus haut est forcément signe d'une insulinorésistance, mais ça peut être un facteur. Voilà. Tout à fait. Tu avais une question aussi, tu as parlé d'un appareil complémentaire, il me semble, sur le deuxième cas, et Marie Ballester demande qu'est-ce que c'est, cet appareil. C'est ça. C'est la pince applicutanée. Ouais. Donc, c'est la pince qui permet de mesurer par les plis cutanés la masse grasse, mais qui est grâce à un abac ensuite que l'on a. Donc, alors, certains font plusieurs plis, moi j'en fais 4, donc je dois encore bosser là-dessus, mais c'est vrai que ça fait des années que je l'utilise, il est intéressant. C'est juste que l'appareil Biodi Expert, le Biodi Expert, lui, permet de mesurer d'autres paramètres et il complète parce que j'ai l'hydratation, j'ai l'angle de phase, j'ai la masse grasse, la masse musculaire surtout. Et c'est vrai que pour un suivi, et puis c'est assez parlant, toutes ces courbes que je vous ai montrées et ces graphiques, c'est assez plaisant pour les patients en fait et ça leur permet de constater leur évolution. D'accord. On arrive normalement au terme du webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a le temps pour une dernière question rapide. Sinon, si ce n'est pas le cas, je vous remercie. On va s'arrêter là. Je vous remercie à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Cécile, pour cette Merci présentation. à toi. C'était très intéressant. Puis si jamais, alors, je vous invite au cas où vous avez des questions. Alors, pour Marie Ballester, oui, si vous avez besoin d'aide pour des analyses de bilan qui seraient un peu trop compliquées, vous pouvez me les envoyer à l'adresse que je vais mettre dans le chat. J'essaierai d'y répondre au maximum. Si jamais vous avez besoin d'aide, voilà, pour des choses que vous ne comprenez pas ou des choses comme ça, il y a aucun souci. Je vous invite aussi, si vous avez besoin, parfois à aller sur le site d'Aminogramme dans la partie éducation parce qu'on met en place. Alors normalement, je l'ai mis dans le chat juste au-dessus de votre message. Je ne sais pas si vous voyez mon adresse mail. Mais il y a aussi pas mal de choses dans l'onglet formation du site où vous pouvez trouver parfois des réponses à vos questions où on met des études de cas qui peuvent aussi vous aider. Donc, vous trouverez aussi tous les replays des webinaires qu'on propose par mois. Et pour ceux que ça intéresse, le prochain webinaire aura lieu le 30 mai à la même heure, de 12h30 à 13h30, et portera sur l'influence de la modalité de l'effort sur la perte de masse grasse. Et ça sera animé par Nathalie Boisseau, qui est professeure à l'Université de Clermont-Auvergne. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, je vous souhaite à tous une bonne journée. Puis merci à vous.